Les navires de pêche internationaux ont commencé à s'armer. Ils ont commencé par venir d'autres pays africains jusque dans les eaux somaliennes. Les pêcheurs somaliens venaient et en faisaient le récit tous les jours. Ils revenaient effrayés. Après ça, les gens ont commencé à se demander « Comment pouvons-nous nous défendre ?» J'étais l'un des rares à avoir suggéré la nécessité de nous défendre. L'idée n'était pas de les arrêter, mais de les chasser afin que nous puissions retrouver nos habitudes pour aller pêcher. En avril 2013, Mohamed Abdi Hassan, plus connu sous le nom de Afwene, ce qui veut dire grande gueule en Somalie, accorde un entretien exclusif à des journalistes à l'hôtel le plus luxueux de Mogadiscio. Il explique comment il a organisé un groupe de pêcheurs dans sa région natale de Moudoug pour protéger le littoral somalien le plus long d'Afrique. Les terres et les eaux somaliennes sombrent dans le chaos après l'effondrement de l'État en 1991. Au début, il est tout à fait vrai que les flottes de pêche internationales faisaient de la surpêche dans les eaux somaliennes et que la Somalie ne disposait pas de zone économique exclusive déclarée. De nombreux navires de pêche d'Europe et d'Asie se sont estimés libres de s'approprier des rives de la Somalie et de pêcher illégalement. Donc au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de surpêche. Au début, il ne s'agissait pas d'une rançon en tant que telle. C'était comme des amendes pour les poissons qu'ils avaient capturés. Ils les libéraient presque instantanément. Ensuite, ces bateaux de pêche illégaux se sont armés contre cette prétendue garde côtière somalienne. C'est seulement après qu'ils se sont armés que les gens du côté somalien ont commencé à devenir brutaux et à riposter. À l'époque, il n'était pas question de rançon. On contrôlait tout ce qu'ils avaient. On les faisait payer en fonction des poissons qu'ils avaient attrapés. On pesait leur prise et ils se voyaient infliger une amende en fonction de ce qu'ils avaient attrapé. Voilà comment ça a commencé. Comme il n'y avait pas d'autorité ni de gouvernement, tout le monde a commencé à s'y associer et y aller pour obtenir le plus possible. Par conséquent, la piraterie s'est largement répandue. Afwene, un ancien fonctionnaire, crée un modèle qui dépasse rapidement les intérêts du pêcheur ordinaire. Il est vite connu comme étant le père fondateur de la piraterie somalienne. What do we do about the rampant piracy on the high seas? So what does buying piracy insurance get you? Over 2 million square miles of ocean. An anarchy and yet a well-organized business of crime. Ce qui débute comme l'acte désespéré de pêcheurs somaliens pour défendre leurs intérêts se transforme rapidement en organisation criminelle. Ne vous y trompez pas. Il y avait peut-être de la pêche illégale dans les eaux somaliennes, mais ce que nous avons maintenant, c'est un acte criminel qui n'a rien à voir avec la pêche. C'est une organisation purement criminelle et à but lucratif gérée par des gangsters qui utilisent des procédés horribles, comme le meurtre de personnes et la torture. Donc cela n'a plus rien à voir avec la pêche illégale. Il s'agit de crimes. Les groupes de pêcheurs constatent qu'ils peuvent facilement capturer et monter à bord des navires de pêche internationales. En 2003, Afwene commence à recruter des instructeurs dans la région du Puntland, où la piraterie a d'abord émergé. Il sélectionne soigneusement des instructeurs pour créer l'équipe de pirates la plus efficace et la moins coûteuse. Afwene recrute au-delà des clivages claniques, un exploit notable dans un pays dévasté par la guerre des clans. Il est vraiment le père fondateur de la piraterie.
Fait intéressant, ce n'était pas un pêcheur. Il a repris ce récit de victimisation que les pirates somaliens utiliseront souvent pour justifier leurs actes. Et dans certains cas, beaucoup d'entre eux étaient des pêcheurs. Mais d'après ce que je sais, Afwene était un ancien fonctionnaire qui est rentré chez lui en Somalie après avoir passé du temps à l'étranger parce qu'il a vu cette opportunité. À l'âge de 24 ans, le Canadien Jane Bahadur décide de passer plusieurs mois auprès des pirates. Ça a marché. La piraterie est un sujet qu'on a commencé à aborder avec un ami dans un bar après quelques bières fin 2008. Je crois qu'on était animé par l'idée romantique qu'on se faisait des pirates des temps modernes. Et comme vous avez dit, j'ai fait mon sac et je suis allé là-bas pour voir ce qu'il en était. Malgré tous ses propos sur la défense des eaux somaliennes contre la pêche illégale, il a commencé sa carrière en détournant les navires du programme alimentaire mondial qui apporte une aide alimentaire à Mogadiscio, à son propre peuple. Donc, au lieu de voler du poisson, ils apportaient en fait des céréales pour nourrir la population affamée. Peut-être que les gens pensent que je suis quelqu'un de mauvais ou disent du mal de moi. Peut-être qu'ils m'accusent pour des faits dont je ne suis pas coupable. Ils disent peut-être « il a participé à ceci ou cela, il a pris un tel ou un tel en otage ». Mais vous savez que 90% des informations qui viennent de Somalie ne sont pas vraies. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez et je répondrai à vos questions. En quelque sorte, il a inventé le modèle d'enlèvement pour rançon. Vous avez certainement vu des attaques de pirates avant l'époque d'Afwene, mais ils avaient tendance à privilégier le pillage en mer. L'équipage pouvait être attaqué et ses biens étaient volés, mais après, les pirates s'en allaient. Afwene s'est rendu compte qu'en Somalie, avec le littoral non sécurisé, avec la situation sécuritaire là-bas, vous pouviez aussi kidnapper et détenir l'équipage pendant longtemps. En fait, c'était mené comme tous les autres types d'enlèvements. Mohamed Ado est un journaliste kényan de la communauté somalienne travaillant pour Al Jazeera. Il a traité le sujet de la piraterie pendant près d'une décennie. Dans mes interviews avec des pirates tombés dans la criminalité, en particulier à Aile, ils m'ont dit tout d'abord qu'ils n'accordent pas de valeur aux navires. Ils n'y accordent aucune importance, parce que peuvent-ils en faire? S'ils le veulent en faire, ils ne peuvent l'emmener dans aucun port international. Ce qui les intéresse, ce sont les otages. Ce qu'ils préfèrent, ce sont les otages de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, vous savez, tous ces pays considérés comme des pays riches occidentaux. C'est ce qu'ils préfèrent. Les groupes de pirates comme ceux d'Afwene se divisent en deux équipes, une pour attaquer le navire et l'autre pour détenir le navire et son équipage après détournement. Le paiement des rançons devient la principale source de revenus pour Afwene et les autres chefs pirates. Un rapport de la Banque mondiale sur les pirates somaliens estime que le paiement des rançons s'élève entre 339 et 413 millions de dollars de 2005 à 2012. Je suis un soldat, ou plutôt j'ai été soldat pendant 37 ans, et j'ai vu des choses assez horribles. Mais avoir affaire à ces pauvres familles, c'est déchirant. John Steed est un colonel à la retraite. Il a dirigé l'unité de lutte contre la piraterie des Nations Unies. Il est maintenant responsable d'un programme de soutien aux otages. Lorsque vous parlez aux pirates, vous parlez à un traducteur ou un négociateur, et son travail consiste à négocier une rançon. Vous ne parlez pas aux vrais pirates qui prennent les otages. Vous parlez à un interlocuteur qui peut être extrêmement poli. Ils sont très bons pour trouver des gens qui parlent la langue d'un groupe d'otages particulier. Même si ce sont des Thaïlandais ou des Chinois, ils parviennent à fournir des négociateurs issus de la diaspora somalienne dans le monde entier. Ces négociateurs ne sont pas toujours en Somalie. Ils peuvent être n'importe où dans le monde.
C'est un modèle opérationnel très complexe avec des tentacules s'étendant à l'échelle mondiale. Chirag Bari est un ingénieur indien qui était à bord d'un navire détourné par des pirates en mai 2010. Tous les soirs, je me demandais si je pourrais voir le soleil le lendemain matin, parce que le genre de torture qu'on subissait sur mon bateau était énorme. C'était si difficile de survivre dans ces conditions qu'on avait même perdu l'espoir de rentrer à la maison ou de revoir un jour les membres de notre famille. On avait perdu tout espoir. Les marins originaires de pays pauvres représentent la majorité des otages. Souvent abandonnés par les propriétaires des navires et leur gouvernement, certains passent des années en captivité. Les pirates exigent des rançons s'élevant à des millions, des sommes impossibles à réunir pour les familles des marins. Disposant de peu d'informations, la famille de Chirag n'avait presque aucun espoir de voir sa libération. On peut dire que c'était horrible. Ils ne savaient pas quoi faire, à qui s'adresser. Il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Ma mère, c'était terrible pour elle. Elle était totalement désespérée et je l'ai perdue pendant cette période. Après 8 longs mois à vivre dans des conditions horribles, la compagnie maritime de Bari paye finalement la rançon. Il rentre alors en Inde. 2008 est une année faste pour les pirates somaliens. En septembre, Afwene orchestre la prise du MV Faina, un cargo ukrainien transportant 33 chars, des lance-grenades et des munitions. 21 membres de l'équipage sont pris en otage. Le second capitaine meurt d'hypertension quelques jours après le détournement. Craignant que les armes ne tombent entre les mains d'insurgés islamistes, une force navale internationale tente de récupérer le navire. Après environ 5 mois, la bande d'Afwene, son équipage et sa cargaison en l'échange d'une rançon de 3,2 millions de dollars. And now we're going to get an update on the pirates of Somalia, in particular, what they're doing with all that ransom money. Les pirates ont collecté des millions de dollars grâce aux rançons, alimentant des spéculations sans fin sur la destination de tout cet argent. Les médias ont remonté la piste jusqu'aux communautés somaliennes vivant dans le Kenya voisin, en particulier à Eastleigh, dans la banlieue de Nairobi. Ici, l'économie est en plein essor. Je suis né et j'ai grandi ici, à Eastleigh. Avant, il y avait juste de la boue, de la saleté et des habitations. Le niveau de vie était très bas. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant de nombreux chantiers en cours. De nouveaux bâtiments, de nouvelles routes sont en construction. Mais les habitants d'Eastleigh, dont beaucoup sont des Somaliens nés au Kenya, estiment que les médias ont injustement dépeint Eastleigh comme un refuge de pirates. C'est de l'argent durement gagné. On travaille dur. Les pirates qui ont volé ces milliards de dollars, ils n'ont même pas utilisé cet argent pour aider les leurs familles. Ils utilisent cet argent pour autre chose. On ne sait pas où est parti cet argent. On peut visiblement constater que cela ne nous a en rien aidé. Donc cet argent n'est pas allé à Eastleigh, en Somalie, ni au Kenya, rien de tout cela. L'argent de la piraterie, on ne sait pas où il est parti, mais il ne nous est pas parvenu. Je me suis retrouvé à Eastleigh et j'ai fait des recherches approfondies sur le sujet. J'ai parlé à des hommes d'affaires, j'ai parlé à certaines personnes qui financent des projets de construction là-bas. Et bien sûr, il y a des rumeurs. Il ne fait aucun doute qu'une partie de l'argent des pirates est parvenue à la communauté somalienne vivant à Eastleigh, mais cet argent ne va pas affecter les prix de l'immobilier à Nairobi de manière significative. Alors, où est passé l'argent? Si vous y réfléchissez, ce sont des millions. L'argent de la piraterie, les rançons versées, ce sont des millions. Mais lorsque vous regardez de manière critique et que vous avez parlé à des gens qui ont détenu des navires pendant des mois, voire 1 an ou 2 pour certains d'entre eux, ce n'est pas grand-chose lorsque vous regardez la façon dont ils partagent l'argent. Par exemple, ils s'emparent d'un navire. Ils le gardent pendant 9 ou 10 mois et ils reçoivent 2 millions de dollars. Voilà comment ils partagent.
50% de l'argent va aux bailleurs de fonds et 50% doit être partagé entre les gens qui ont pris le navire. En tant que bailleur de fonds, Afouéné réinvestit dans de nouveaux actes de piraterie. Gérer un groupe de pirates implique également d'importants coûts opérationnels. En plus de s'occuper des otages, dont certains sont détenus pendant des années, Afouéné doit entretenir ses pirates et leur mode de vie. Ces pirates sont des toxicomanes. Ils mâchent le cat. Ils boivent de l'alcool pendant 10 mois ou 1 an. Il faut leur assurer la fourniture de ces produits pour les faire travailler. Le khat, une plante hallucinogène populaire dans la Corne de l'Afrique, est devenue une partie indispensable de la vie des pirates somaliens. Mais quand vous avez des pirates qui sont assis dans un navire toute la journée sans rien faire, c'est le travail de leur chef, littéralement 24 heures par jour, s'ils le souhaitent. Et puis vous avez des situations où ils sont tellement accros à la drogue qu'ils tirent avec leurs armes, qu'ils intimident les otages. Dans une affaire que j'ai suivie, en pleine nuit, un pirate a mis son pistolet sur la tempe du capitaine. Il était tellement drogué qu'il disait « Je veux partir, je veux faire une croisière ». Le navire a mis 6 heures pour longer la côte, puis revenir sans raison apparente. Chaque mois, ce n'est pas 5 ou 6 rançons pour des navires qui étaient payés, non. Peut-être qu'une rançon était payée chaque mois. Si vous pensez à toutes ces personnes qui attendent cet argent, cela ne représente pas beaucoup en fin de compte. Et surtout pour ces gens qui doivent construire des maisons, qui doivent entretenir leurs femmes, payer ceux qui fournissent le khat, ceux qui fournissent la nourriture et ils doivent pratiquer la charité. Certains m'ont dit qu'ils donnaient de l'argent aux membres vulnérables de la société. Ils vont chez les infirmes et payent. Ils sont comme les Robins des Bois d'aujourd'hui. Les Robins des Bois de la Somalie. Je n'ai jamais eu de fortune, même si j'étais toujours recruté. Les gens entendent dire que les pirates ont reçu 5 ou 6 millions de dollars. Mais en réalité, il y a des intermédiaires qui prennent une grosse part. Nous, on n'avait pas tant que ça. On a une mauvaise réputation, mais on n'a rien. Finalement, le coût opérationnel de la piraterie dépasse les gains. Les forces navales internationales commencent à patrouiller dans les eaux somaliennes et la plupart des sociétés de transport maritime s'offrent des services de sécurité privés pour défendre leurs navires contre les attaques de pirates. Le modèle opérationnel de la piraterie somalienne étant plus viable, des entrepreneurs astucieux comme Afouéné commencent à réduire la voilure. Grande Gueule se met également à assurer sa sécurité juridique. Il demande officiellement la clémence aux autorités locales et au gouvernement national de Somalie. Mohamed Tiaye, ancien gouverneur de la région de Imaneeb, connu pour être infesté de pirates, accorde une amnistie à Afouéné en 2010. Il est lui-même accusé d'avoir bénéficié des revenus de la piraterie. 2 ans plus tard, le gouvernement internationalement reconnu à Mogadiscio amnistie également Afouéné. Pour obtenir la clémence du gouvernement, il prétend alors se battre contre le réseau criminel qu'il a aidé à créer. L'un des plus grands pirates somaliens annonce qu'il prend sa retraite. Mohamed Abdi Hassan, surnommé Grande Gueule, annonce qu'il travaille dorénavant avec le gouvernement somalien pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'activité infâme. La carrière de Grande Gueule a duré 8 ans dans cette organisation qui a recruté des centaines de jeunes hommes. Ces gens doivent être entre nos mains. Ils sont comme le poisson. Si vous prenez un poisson dans la mer et que vous ne le mettez pas ailleurs, il retourne à la mer. Ils étaient nombreux et on a dépensé beaucoup d'argent. Ils étaient têtus, pénibles et vivaient dans un monde imaginaire. Nous avons désarmé 932 pirates, y compris leurs commandants. Ils sont en réhabilitation dans 3 centres différents.
Il y a des véhicules armés postés le long de la côte pour empêcher les pirates en cours de réhabilitation à reprendre la mer. Je leur donne de la nourriture et je leur achète aussi une sorte de quad très coûteux appelé Mira. C'est très cher, sans parler des demandes individuelles. Chaque jour, je dois payer au moins 12 500 $. Grande Gueule a trouvé le moyen d'acquitter sa dette auprès du gouvernement. L'accord que nous avons conclu avec l'ancien gouvernement somalien stipulait qu'en cas de succès, nous pourrions établir un centre de réhabilitation et le gouvernement devait assumer tous les frais encourus. C'est comme faire appel à un voleur de banque pour surveiller un coffre-fort. Bien sûr, cela a créé un énorme scandale l'année dernière, quand il a été révélé que Sharif Sheikh Ahmed avait nommé celui qui est à peu près le plus grand pirate de l'histoire, du moins dans l'histoire de la piraterie somalienne, responsable de la lutte contre la piraterie. Et cette idée que plus de 900 pirates sont démobilisés, je pense que cela donne une image incorrecte. C'est comme s'il y avait des sortes d'armées permanentes de pirates. 900 de ces gars portent des uniformes qui disent « je suis un pirate ». Et puis Afouéné arrive et dit « non, maintenant vous êtes des soldats ou vous êtes des miliciens anti-piraterie ou autres ». En fait, la piraterie a toujours fonctionné sur le mode de confédération très souple de chômeurs, de jeunes hommes avec des armes à feu qui se réunissent dans le but de former un groupe qui ensuite se dissout. On ne fait pas vraiment toute sa carrière en tant que pirate. Les experts doutent du brusque changement de cap d'Afouéné. Je fais cela depuis près de 6 ans, donc dès le début de l'apogée du problème de la piraterie. Je n'ai aucun contact personnel avec Afouéné, quel qu'il soit. Il n'a jamais assisté à aucune des réunions sur la lutte contre la piraterie que nous avons organisées. Je dirige le secrétariat du groupe de contact somalien pour la lutte contre la piraterie. Il n'a assisté à aucune de ces réunions à ma connaissance. Dans toute cette affaire de piraterie, ils ont répondu et changé le modèle car nous avons réagi. Et maintenant, le modèle arrive. Et ils vont s'adapter, peut-être passer à autre chose. Au fur et à mesure que les bénéfices de la piraterie diminuent, Afouéné et ses confrères commencent à se reconvertir dans d'autres activités maritimes. Maintenant, vous entendez, du moins selon le groupe de surveillance des Nations Unies, que les réseaux de pirates dans le nord de la Somalie et du Puntland se sont reconvertis dans la contrebande d'armes venues du Yémen, parce que beaucoup d'armes en Somalie sont passées par le Yémen et le nord de la Somalie. Donc c'est une carrière où on s'adapte extrêmement rapidement. Il existe un large éventail d'options une fois que vous connaissez le chemin en bateau, en particulier en Somalie. Les nouveaux plans de carrière pour les anciens pirates incluent des trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains ainsi que la lutte contre la piraterie. Je pense qu'Afouéné est un bon vendeur. Il est dans le milieu depuis longtemps, il a gagné de l'argent et a soudainement annoncé lors d'une conférence de presse à laquelle des médias locaux et internationaux ont assisté qu'il cessait l'activité qu'il menait, la piraterie. Mais encore une fois, je pense qu'il n'en a pas fini avec la piraterie parce qu'il revient de façon détournée en disant qu'il réhabilite les pirates, en signant des contrats et en faisant toutes sortes de choses. Donc je pense qu'il essaie simplement de changer, parce que maintenant, la piraterie n'est quasiment plus viable. Alors que beaucoup voient avec scepticisme sa retraite apparente, Grande Gueule est content de lui avec son amnistie et sa mallette. Il mène une vie confortable à Mogadiscio. Je ne sais pas combien d'argent il a, mais il en a toujours. D'après des amis avec qui j'ai parlé et quand je l'ai rencontré, il ressemblait à quelqu'un qui profitait de la vie à Mogadiscio, assis dans des cafés, en bavardant et en sirotant du café toute la journée. Mais malgré l'amnistie dont il bénéficie en Somalie, peut-il être arrêté hors de son pays? Absolument. Il a commis des crimes punissables par le droit international. Les autorités belges ont arrêté celui qu'on suspecte être le chef de la piraterie somalienne. Il a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles avec un homme à son arrivée alors qu'il pensait donner une interview dans le cadre d'un documentaire sur sa vie. Il est peut-être coupable de tout ce qu'il est accusé, mais c'est le tribunal qui en décidera.
Bénéficiant d'une amnistie accordée officiellement par le gouvernement, Afwene est alors un homme libre en Somalie. Mais l'ONU le lie à des dizaines de détournements, des accusations auxquelles il doit répondre s'il est arrêté à l'étranger. En octobre 2013, près d'une décennie après s'être lancé dans la piraterie, et malgré sa quête de rédemption, Afwene est arrêté par des agents belges infiltrés lors d'une opération élaborée. Se faisant passer pour des cinéastes, ils l'ont convaincu de se rendre à Bruxelles pour être interviewé dans le cadre d'un documentaire sur la piraterie. À son arrivée, il est immédiatement arrêté et incarcéré à Bruges. Il encourt jusqu'à 45 ans de prison pour avoir détourné un navire belge et kidnappé son équipage. Peut-être que pour la première fois de sa carrière, Grande Gueule a trouvé plus malin que lui. Je vous ai déjà dit que je suis de ceux qui ont eu l'idée de nous battre contre les navires de pêche internationaux. Cette idée semblait légitime. J'admets que je faisais partie de ces gens impliqués dans la mise en application de cette idée. Nous étions alors comme des orphelins. Le terme orphelin signifie celui dont le père est mort. Mais il désigne aussi ceux qui n'ont plus de gouvernement ni d'autorité pour les défendre des transgressions. Nous étions juste des victimes sans défense. Donc je pense que ces attaques étaient nécessaires. J'avoue cependant que ces attaques ont eu des conséquences fâcheuses. Donc nous nous sommes mobilisés pour éliminer ce problème et en cela, j'ai réussi.